Je suis Pierre-Henri Gomez, je suis architecte et spécialisé dans la mise en œuvre des matériaux biosourcés et géosourcés depuis plus de 25 ans. Donc, je ne fais que ça, que dans cette pratique. Je suis formateur au Propail et aussi expert auprès du réseau français de la construction quand il y a des sinistres sur les bâtiments. Et et certifié CEPH, donc concepteur européen de maisons passives. Donc, ma passion dans l'architecture, c'est la poésie et après utiliser des matériaux biosourcés, géosourcés, en étant très performant d'un point de vue énergétique. Donc, on va démarrer cette présentation donc, qui durera, j'espère, un peu moins d'une heure pour regarder un petit peu tous les enjeux et toutes les questions que l'on se pose par rapport à ce matériau-là. Et ensuite, après, Anaïg reprendra la parole pour vous expliquer les réseaux de formation si vous souhaitez aller plus loin dans la construction en paille. Donc, on va démarrer. Hop. Voilà, un fichage plein écran. Donc, sur les constructions en paille, donc à ne pas confondre avec les constructions en terre-paille ou en torchis, elles sont arrivées aux États-Unis autour des années 1850 lors de la création de la botteleuse mécanique. Donc, si on regarde d'un point de vue historique, les plus vieilles maisons qui restent encore debout aux États-Unis, donc des maisons dites Nebraska, date de 1886. Ensuite, en Europe, la première maison qui a été construite en botte de paille, c'est en 1920 et elle se trouve en France à Montargis. Donc, elle a fêté son 100e anniversaire il y a 2 ans. Ensuite, après, il y a eu, c'était un peu un ovni, cette maison-là, un renouveau des constructions paille dans les années 80. Et ensuite, après, il y a eu la création du réseau français de la construction paille en 2006. Dans les dates importantes, en 2011, il y a eu les validations des règles professionnelles par la C2P, donc la Commission Prévention Produits. Donc aujourd'hui, construire en botte de paille, c'est une technique courante de construction. On verra ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique et assurantiel dans cette courte présentation. Et ensuite, après, donc la maison Feuillette a été rachetée par le CNCP en 2013 et aujourd'hui, en 2022, on est à la 3e édition des règles professionnelles de la construction en paille. Donc en paille, aujourd'hui en France, on compte qu'il y a à peu près entre 5 000 et 6 000 bâtiments. Il y a 500 nouvelles constructions qui se font chaque année, avec des échelles différentes, donc sur du logement individuel, des locaux commerciaux, des groupes scolaires, des logements sociaux, des bâtiments tertiaires, bâtiments industriels et aussi des logements collectifs. Donc, pour en revenir à la première maison qui a été construite, recensée, peut-être qu'il y en a d'autres, mais on ne les connaît pas, en 1920 à Montargis. Donc, c'est une maison où il y a une ossature bois avec de la poutre treillis et la botte de paille est là juste en remplissage dans cette ossature et elle est support d'enduit. Là, je vous ai mis une petite photo qui est assez intéressante. Donc, c'est le Science et la vie de mai 1921. Et la première page de l'article, c'est fraîche en été, chaude en hiver. Les maisons de paille sont avant tout économiques. Donc, je trouve que c'est encore très contemporain, cet article qui a été rédigé, où on verra que ces constructions-là répondent à de nombreux critères qui vont dans le sens de notre société. Je vous ai mis quelques exemples de réalisation. Donc là, vous voyez un local industriel. Donc la paille a été choisie parce que c'est pour stocker des plantes aromatiques et médicinales et ça permet de conserver un taux d'hygrométrie stable et de ne pas avoir de grands écarts au niveau des températures à l'intérieur du bâtiment.
Là, vous voyez un projet à une autre échelle, donc qui est un groupe scolaire Stéphane Hessel qui a été construit à Montreuil. Donc, vous pouvez très bien, comme vous le voyez sur la photo, avoir une construction en paille et de pas du tout voir la paille, et c'est pas seulement des enduits terre sur les murs et des maisons d'autoconstructeurs. On peut avoir un peu tous les styles de revêtement, que ce soit intérieur ou extérieur, sur les bâtiments. Là, vous voyez une salle polyvalente qui a été construite à Mazan dans le 84. La particularité de ce bâtiment, c'est, vous voyez sur les façades sont enduites au plâtre au-dessus donc de la botte de paille. Et le plâtre, je pense que c'est un matériau d'avenir dans le sens où il a une énergie grise qui est très très faible. Ensuite, après, 80% des façades de Paris sont enduites au plâtre, donc c'est un matériau qu'on peut utiliser aussi à l'extérieur et qui est très bon coupe-feu. Là, c'est un autre projet d'une école, donc l'école des Boutours, qui a été construite à Rosny-sous-Bois, avec, vous voyez sur cette photo-là, des tours avant, donc il y a des systèmes de ventilation naturelle sur ce projet-là, couplé à des murs en bottes de paille. Donc après, nous allons voir sur la pertinence du matériau bottes de paille. Après, nous regarderons les caractéristiques des bottes de paille. Ensuite, après, une quatrième partie sur les différents types de techniques constructives, et j'ai sélectionné, enfin en dernière partie, 3 projets avec des problématiques différentes et sur des échelles différentes pour que vous ayez un petit visuel. Donc sur la pertinence du matériau botte de paille, celle qui est la plus citée évidemment, c'est le confort thermique. On verra les résistances thermiques un peu plus loin. Il y a aussi sur la botte de paille de très bons résultats sur le confort acoustique et la qualité de l'air. Et ensuite, après, un des grands avantages, ça peut être support d'enduit aussi pour de la terre, donc qui a été validé par la commission prévention produits. Sur l'impact environnemental. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la paille est un coproduit de l'agriculture. Alors, j'ose pas dire déchets, mais on produit avant tout du blé pour se nourrir, et on peut utiliser la ressource paille qui n'est pas utilisée pour la construction. Sur la disponibilité, en France, on produit en moyenne 50 millions de tonnes de céréales par an, et si on ponctionnait seulement 5% de sa production, on serait capable de construire les 500 000 logements neufs, qui est un peu l'objectif de l'État français. Donc, on n'est pas vraiment dans le bâtiment en concurrence avec l'agriculture, les litières pour animaux. Donc, la ressource est énorme. Ensuite, après, c'est un puits de carbone, donc on a un stockage de CO2. Donc, plus on construit avec ce matériau, plus on dépollue la planète par rapport au CO2. Et sur le cycle de vie, on peut imaginer qu'on peut avoir des bâtiments très vertueux dans le sens où on construit des bâtiments biocompostables. Le jour où on enlève la couverture, si c'est du bois non traité, de la paille et de la terre, on remet ça au sol et on n'a aucun impact au niveau de l'analyse du cycle de vie à ce niveau-là. Donc sur la durabilité, bien on a une expérience déjà de 100 ans en Europe sur ce type de construction, et à peu près 150 ans aux États-Unis. Donc on a quand même un retour sur expérience qui est importante sur la durabilité de ce mode constructif. Sur l'impact socio-économique, donc ce qui peut être vertueux, c'est qu'on peut travailler sur de la ressource locale et être dans une architecture de cueillette où on peut biosourcer les matériaux avec l'agriculteur local, donc peu d'intermédiaires.
et ouvrir sur de l'intensité sociale, de l'économie circulaire avec les agriculteurs qui vont se trouver ou les négociants qui vont se trouver autour de chez nous. Donc d'avoir le moins de transport possible. Et ensuite, après, ben, on a des chantiers à faible nuisance, dans le cas où on est en filière sèche, où on est capable ben, de préfabriquer l'intégralité des bâtiments en atelier. Et une caractéristique aussi importante, c'est qu'on a une résistance en cas de séisme qui est très importante. Donc ensuite, sur les caractéristiques des bottes de paille, donc j'ai un peu balayé les grandes questions que tout le monde se pose. Donc, sur le matériau, ben, c'est le même matériau qu'utilisent les agriculteurs pour les litières. On va juste demander des caractéristiques un peu plus précises, notamment sur la teneur en eau, que les bottes de paille ont 20% d'humidité sur la base sèche, soit inférieure à ces 20%. Ensuite, après, qu'il y ait une densité qui soit comprise entre 80 et 120 kg le mètre cube sur base sèche. Et les dimensions standards d'une botte, c'est 37 par 47 pour la hauteur et la largeur. Et ensuite, après, on peut varier la longueur de la botte de 50 cm jusqu'à 1,20 m. Sur les capacités thermiques et la résistance thermique de la botte de paille, sur les bottes classiques avec les vieilles machines qui font des petites bottes moyenne densité, on a, si la botte est posée à plat, on a, niveau de la résistance thermique, une résistance thermique de 5,8. Si la botte est posée sur champ, on a une résistance thermique de 7,1. Et aujourd'hui, avec les dernières botteleuses qui ont été mises sur le marché, on arrive à des résistances thermiques, quand elles sont posées à plat, de 9. Donc, on a des résistances qui sont très importantes au niveau de l'isolation des bâtiments. On a un affaiblissement acoustique nu de 45 dB. Quand ceci est fait en choix complémentaire avec des enduits, on descend beaucoup plus bas. On a un matériau qui est qualifié M1, donc ininflammable. Et niveau des valeurs de bâtiments biosourcés, on est à 40 kg par mètre cube. Et niveau de la qualité à l'air, on est sur des classes A+. Donc, sur la question des bébêtes, bien sûr, la grande question sur les rongeurs, je vous dirais qu'il n'y a pas plus, voire moins de rongeurs sur les constructions en bottes de paille parce que il y a une densité qui est tellement importante et ensuite après qui est corrélée avec des systèmes constructifs, que ce soit les enduits ou les bardages où on dispose des grilles anti-rongeurs. Donc ça, les rongeurs, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas plus de rongeurs dans les maisons en bottes de paille que sur des maisons classiques. Et ensuite, après, on ne connaît aucun insecte ou aucun animal qui est un prédateur pour manger la botte de paille, même les termites. Donc, pour l'instant, de tout ce qui a été fait, de toutes les recherches, s'il y a des insectes qui rentrent en mutation, peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème avec le monde animal. Sur la botte de paille et l'humidité, je pense que c'est le point le plus sensible lors de la conception en tant qu'architecte, où il faut faire des calculs de complémentarité entre les parois intérieures et extérieures. Donc, en fait, on fait des calculs sur les SD, qui sont l'épaisseur du matériau, fois le coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau. Et si on respecte ces règles-là, il n'y a aucun problème de condensation à l'intérieur des murs en bottes de paille. Sur le feu, là, je vous ai mis un premier essai qui est l'essai le PIR 1 et le PIR 2,
où a été testé en fait au CSTB les règles de C plus D sur les parois extérieures. Donc vous voyez, donc on a un cube qui est en béton avec une paroi qui est en botte de paille et un bardage, donc sans protection mécanique. Et en dessous, vous voyez, il y a un bûcher dans lequel on a envoyé du gaz. Et 30 minutes après, les pompiers interviennent et vous voyez, la botte de paille n'a pratiquement pas bougé niveau du feu, parce qu'on a ce phénomène où, du moment que le matériau se carbonise sur sa phase extérieure, comme sur les grosses sections de bois, l'oxygène ne peut plus rentrer dans la botte et on n'a pas de propagation de feu à ce niveau-là. Donc la question du feu est résolue. Ensuite, après, aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle réglementation RE 2020, vous êtes tous concernés sur les fiches FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, que vous trouvez donc sur la base de données INIES. Et la botte de paille est le seul matériau qui a un bilan négatif niveau des fiches FDES, où on est à 14 kg équivalent CO2 par mètre carré de parois construites en botte de paille. Donc, je ne rentrerai pas sur les autres détails sur l'énergie primaire, l'eau. C'est surtout ça, je pense, qui vous intéresse dans un premier temps, cette vertu qu'a la botte de paille. Donc là, je vous ai fait un petit panneau avec un graphique sur le changement climatique. Donc vous avez les différents types d'isolants, le polyuréthane, le polystyrène, la laine de roche, la laine de verre, les fibres de bois, le chanvre, la ouate de cellulose et la paille qui sont répertoriés ici avec des couleurs et des logos différents. Et sur le changement climatique, eh bien, il n'y a pas de grosse surprise. Hein. Les matériaux les plus manufacturés issus de la pétrochimie que beaucoup d'entre nous utilisent sont les plus polluants. Le polyuréthane, on est à 14 kg équivalent CO2 par mètre carré de paroi construite. Le polystyrène, 42 pour descendre jusqu'à la botte de paille où on est à moins 14. Et là, vous voyez le graphique qui reprend un peu tous les matériaux par rapport au changement climatique et à l'équivalence kilogramme CO2 par mètre paroi construite. Vous allez voir que vous voyez, sur les fiches FDES nous donnent des renseignements importants sur le calcul du BBio qu'on a à faire déjà en RT 2012, mais qui est plus poussé en RE 2020. Et vous allez voir qu'il y a une liaison entre les degrés d'heure d'inconfort qui rentrent donc dans la nouvelle réglementation RE 2020, que nous n'avions pas en RT 2012, et les matériaux biosourcés. Ce qui est important de comprendre, c'est, donc on va aller directement sur la courbe résistance de 7 pour une laine minérale, et en dessous, vous avez un R de 7 pour de la ouate de cellulose. Et si on regarde ce qui va être très important pour le confort d'été, c'est que sur une laine de verre, eh bien, si on regarde le calcul d'un point de vue thermique, on a un R de 7, mais on a un déphasage de 6,8 heures, alors que sur de la ouate de cellulose, on va avoir un déphasage de 12 heures. Donc, même si d'un point de vue thermique, dans une analyse statique de votre bâtiment, eh bien, vous avez la même résistance, vous n'allez pas du tout avoir le même comportement sur le confort d'été si votre sous-toiture est construit soit en laine de verre ou soit avec des matériaux biosourcés. Et ensuite, après, ce qui est très important, c'est l'atténuation de l'amplitude. Sur une laine de verre, vous allez être sur une atténuation de 9,7, alors que sur une ouate, vous allez être sur une atténuation de 22. Donc, vous allez, en plus de changer le déphasage, vous allez atténuer de manière très considérable ce flux de chaleur que vous allez avoir sur le confort d'été.
Alors, pour aller dans le même sens que ce tableau-là, je vous ai mis ici les différents matériaux avec une épaisseur d'isolant de 7 sur chaque matériau et de regarder si on voulait avoir un déphasage de 12 heures pour ces matériaux-là, quelle épaisseur on aurait besoin. Donc, si on prend de la botte à champ ou de la botte à plat, on est sur 30-35, ce qui correspond à l'épaisseur qu'on va mettre dans notre mur. Donc, on a autant du confort d'été que du confort d'hiver. Sur de la laine de bois, on passe de 28 cm à 31 cm pour le déphasage d'été. Et on voit que si on utilise du polystyrène expansé, ben, on aurait 25 cm pour un R de 7. Mais par contre, pour avoir un déphasage de 12 heures pendant l'été, on serait à 94 cm. Pour de la laine de verre, eh bien, on passerait à 76 cm. Et ensuite, après, sur du bois, on passerait de 84 à 24 cm. Donc là, vous voyez sur ce tableau-là, eh bien que les matériaux biosourcés, en plus de répondre, je dirais, aux problématiques de CO2, vont répondre aussi aux problématiques de confort d'été. Et là, on voit les vagues de chaleur, de canicule qui se multiplient. Et avant de chercher des moyens de produire du froid dans les bâtiments, les matériaux biosourcés nous permettent d'avoir une qualité d'enveloppe qui, déjà, d'un point de vue naturel, va résoudre en grande partie ce problème-là, et on ira chercher juste des moyens complémentaires pour arriver à résoudre le complément, pour avoir du confort dans ces types de construction. Alors, je vous ai fait un petit comparatif sur deux choses qui me semblent importantes. C'est sur l'énergie grise d'un système constructif en botte de paille et d'un système traditionnel, et aussi niveau du CO2, qu'est-ce que ça donne. Donc, sur une paroi au saturbois remplissage botte de paille avec un enduitaire, on est à une énergie de 192 kWh. Et on est à un stockage de moins 4 kg de CO2 équivalent. Et si on regarde pour la même résistance thermique, un mur en béton, laine de roche avec un enduit mince, bien niveau de l'énergie, on est à 565. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 3 fois plus d'énergie que sur une construction en botte de paille. Et ensuite, après, niveau du CO2, on est à 179 kg équivalent par rapport à un stockage de 4 kg. Donc, je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes et qu'il existe donc des solutions pour résoudre tous les problèmes que le bâtiment a à résoudre et ce gros challenge. Le bâtiment est le deuxième pollueur juste après les transports avec 22 ou 23% de gaz à émission d'effet de serre, et qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est pas seulement de remplacer de la laine de verre par de la ouate de cellulose ou de la fibre de bois, mais de mettre en place d'autres systèmes constructifs qui puissent répondre à tous ces enjeux. Donc, il faut parler évidemment coût. Donc, je vous ai mis sur ce graphe-là différents coûts sur différentes techniques constructives. Donc, on a un mur conventionnel isolé par l'intérieur, on sera à 165 €. Un mur isolé sur l'extérieur, on sera à 185. Un mur à isolation repartie, donc type brique monomur, 186. Un mur à isolation répartie, donc béton cellulaire, on serait à 200 €. Sur un mur en botte de paille, enduit sur les deux faces, on sera à 269 € par mètre carré. Et sur un mur en botte de paille avec plâtre de plâtre et bardage, on sera à 231 €. Donc là, on voit une différence de prix, évidemment, entre le traditionnel et ce qu'on peut proposer en botte de paille. Mais c'est deux choses qu'on ne peut pas comparer, car là, vous avez des petits points jaunes, et là, qui correspondent à la résistance thermique auquel correspondent ces parois. Donc, vous voyez que, évidemment, entre ici, où on est sur un R de 3 et ici, où on est sur un R de 7,
comparer le prix, ça ne veut absolument rien dire, dans le sens où on compare deux choses qui ne sont pas du tout comparables. Donc sur le graphique du dessous, j'ai essayé de vous mettre exactement les mêmes techniques constructives et par contre là d'établir un coût en euros par l'unité de résistance thermique. Eh bien, vous voyez que l'isolation par l'intérieur, sur l'extérieur, sur un système brique monomure, par rapport à de la botte de paille, si on veut comparer ce qui est comparable, eh bien, on est bien moins cher que sur les systèmes traditionnels que l'on a l'habitude de mettre en œuvre. Donc là, on va passer un petit peu sur les différentes techniques constructives qu'il existe pour la botte de paille. Donc la plus répandue en France, et la France, en fait, on regarde souvent par rapport aux pays nordiques qui sont soi-disant en avance sur nous, la Suède, la Finlande, le Danemark. Eh bien, la France est quand même le pays qui a le plus de construction en botte de paille en Europe. Donc, c'est une filière qui est très dynamique et qui est très active. Donc, sur le premier système constructif, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de construire en ossature bois, eh bien, on a une ossature bois comme une mob classique et dans laquelle on va venir insérer des bottes de paille qui peuvent être support d'enduit ou être sur un système de filière sèche des deux côtés. Donc, un système qui est qui est très conventionnel d'un point de vue de l'ossature bois. On change juste d'isolant. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Donc, vous avez un système d'ossature dans lequel on vient remplir les bottes de paille. Et ce système d'ossature peut être partiel en 45-145 sur le côté intérieur ou sur le côté extérieur, ou peut être traversant. C'est suivant le type de paroi qu'on va décider ensuite après d'avoir en filière sèche ou en filière d'humide qui va guider le système d'ossature. Ensuite, après, bien, un grand avantage, c'est qu'on peut avoir de la préfabrication sur ce système constructif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à partir du même matériau, on peut avoir des techniques constructives qui sont soit adaptées à l'autoconstructeur, soit à la petite PME qui fabrique du chantier forain sur site, ou à des entreprises eh bien, qui ont un outil industriel et qui sont capables de fabriquer des parois préfabriquées en atelier. Aujourd'hui, on sait fabriquer des murs en botte de paille avec le bardage, les menuiseries en atelier. Et je défie quelconque filière d'être compétitif ensuite sur le temps de mise en œuvre sur chantier quand on est sur ce type de construction. Donc là, bien, vous avez des montants d'ossature avec des voiles travaillants, des voiles contreventants qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et être en filière sèche ensuite après sur les revêtements que vous voulez poser. Donc sur cette photo-là, ben, vous voyez en atelier avec des ponts roulants, on fabrique l'ossature et ensuite après, on est capable de fabriquer toutes les vêtures. Et ce qui peut être très intéressant, c'est en milieu urbain, eh bien, on préfabrique tout en atelier et en 2 jours, on sait, 2-3 jours, on sait mettre un immeuble ou une maison qui fait 200 mètres carrés hors d'eau, hors d'air. Là, vous voyez le groupe Stéphane Hessel, donc ce groupe scolaire à Montreuil qui a été entièrement fabriqué en atelier et qui donne d'autres avantages aussi par rapport aux intempéries, de pouvoir s'affranchir de ce facteur-là. Ensuite, rien ne vous empêche sur une technique constructive de faire une ITE avec de la botte de paille. Alors évidemment, si vous avez déjà des murs, je dirais, sur de l'architecture vernaculaire qui font 50 ou 60 cm d'épaisseur, rajouter 50 cm d'épaisseur, ben, ça fait des murs de 1 mètre, ça devient un peu compliqué. Mais on peut imaginer que sur des maisons
en agglo ou en brique, eh bien, on est capable de venir construire une ITE à l'extérieur de ces bâtiments. Donc là, vous voyez un exemple de construction d'ITE sur un mur en pierre. Et je reviendrai en détail donc sur la construction la plus haute qui a été construite en France actuellement, qui est un R+7 en botte de paille, donc sur une structure en CLT, donc en KLH, hein, pour citer la marque, mais on fera un focus sur ce projet-là en dernière partie. Savoir qu'actuellement, il y a un immeuble R+10 qui est en construction en botte de paille en France. Et ensuite, après, la dernière technique de mise en œuvre sur lequel on va jeter un petit coup d'œil, donc c'est la paille porteuse ou structurelle, donc qui rentre pas dans le cadre de la réglementation des règles pro, mais où c'est une question, je pense, d'années que ça puisse rentrer dedans. Et c'est pas parce que les règles professionnelles ne le permettent pas que c'est interdit. Elles ont été rédigées dans ce sens-là. Et je vous montrerai des bâtiments aussi construits sur cette technique-là. Et les plus vieilles maisons qu'on a vues en préambule, donc les maisons appelées type Nebraska, ont été construites aux États-Unis sur cette technique-là. Donc en fait, on a une lisse basse et une lisse haute, et de manière très simple, ou très simplifiée, ou très simpliste, on va mettre en compression entre ces deux lisses les bottes, et ce qui nous permet d'avoir une structure porteuse qui est faite avec des bottes de paille. Donc en Suisse, il y a des bâtiments qui sont sur R+3, R+4 sur cette technique-là. Et aujourd'hui, on sait faire du calcul d'ingénierie en fonction de la densité de la botte de paille, le taux de compression qu'on y donne, son contrevêtement. On est capable d'arriver à faire des notes de calcul qui, évidemment, rassurent le contrôleur technique sur les projets. Donc là, vous voyez un projet qui est fait sur de la grosse botte, mais on peut travailler aussi avec de la petite botte, comme vous voyez sur ce chantier-là. Donc, c'est pas seulement des maisons d'autoconstructeurs. L'école de Rosny-sous-Bois, qui a été construite avec cette technique-là, avec des bottes porteuses, donc sur de la petite botte, hein, de la 37-47, et qui est couplée à un système de ventilation naturelle avec des tours avant. Sur les revêtements en façade, eh bien, ce qui est important, c'est la complémentarité entre les revêtements intérieurs et extérieurs. Donc là, on fait des calculs pour voir si ces deux types de parois intérieures et extérieures sont compatibles. Et vous pouvez avoir des enduits à la chaux, des bardages métalliques, des bardages bois, des plaques de fibrocément, du trespas. Donc vous avez une variété de traitements sur les façades extérieures qui est très vaste. Donc, pour en revenir à des choses un peu plus pragmatiques, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe niveau de la réglementation. Donc, les premières règles professionnelles de construction paille ont été validées par la Commission prévention produits en 2012 et elles donc sont assimilées à une technique courante de construction. Donc, sur le cadre légal, réglementaire et normatif, il y a 4 exigences à respecter. Donc, évidemment, c'est le respect de la réglementation, un matériau qualifié et apte à l'usage visé. Donc là, bien, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir aller chez Point P ou chez Gidimat pour acheter vos bottes de paille. Donc, il faudra vérifier la qualité en fonction des taux d'humidité, de sa masse volumique sur base sèche, pour voir si eh bien, on rentre bien déjà dans ce cadre normatif.
sur le respect des règles de conception et de mise en œuvre, et évidemment d'avoir un personnel formé. Donc tout ceci est compilé dans les règles professionnelles dans cet ouvrage. Aujourd'hui, on en est à sa 3e édition. Donc sur le domaine d'application, de mise en œuvre, donc le matériau paille pour la construction, il est donc remplissage d'isolant d'un point de vue thermique, acoustique, et aussi il est validé comme support d'enduit pour des liants hydrauliques et aussi des liants à base d'argile. Donc le domaine d'application, alors malheureusement, j'ai oublié le prénom du confrère qui se trouve en Guadeloupe. Actuellement, elles sont validées que pour la France métropolitaine. Mais il y a tout de même des projets de construction, je pense notamment à Mayotte, donc il va falloir mettre un peu plus d'énergie si vous avez un contrôleur technique et d'adapter suivant la spécificité du lieu, mais je pense que il faut pas baisser les bras. Donc sur des bâtiments, y compris ERP, dont le dernier plancher est inférieur à 8 mètres, donc vous voyez que la règle n'est pas totalement respectée. Quand je vous ai montré un bâtiment qui faisait 7 étages en botte de paille, donc ça c'est si vous voulez pas du tout mouiller la chemise et rentrer dans ce cadre-là, eh bien ce sera assez simple. Ensuite, après, si vous voulez vous affranchir de ces règles-là, c'est possible, mais il faudra mettre un peu plus d'énergie. Donc, qui est validé pour des maisons, du logement collectif, des locaux commerciaux, des lieux de travail et des bâtiments agricoles. Sur des bâtiments de classe faible ou moyenne, alors évidemment, si vous faites un sauna, c'est pas le matériau qu'il faudra choisir. Et ensuite, sur les enduits extérieurs, c'est niveau R+2 maximum. Et vous verrez, je vous montrerai des exemples où on est sur des R+4 et pas seulement des R+2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces règles professionnelles ont été validées par la commission prévention produits et sont assimilées à une technique courante de construction? Eh bien, d'un point de vue assurantiel, une technique courante de construction peut être assimilée à un DTU. Et donc, vous n'avez pas de démarche particulière à faire du moment que vous êtes dans le respect de ces règles professionnelles. Et les artisans ou les entreprises qui prennent la suite après la conception, eh bien, peuvent bénéficier d'une garantie décennale, tout comme les autres matériaux qui sont utilisés dans la construction. Alors, la majorité des architectes sont assurés à la MAF. La MAF vous oblige à faire cette semaine de formation sur les règles pro pour vous assurer. Je dirais que c'est un abus de votre assureur, dans le sens où, comme c'est une technique courante de construction, eh bien, je ne vois pas pourquoi elle nous oblige à avoir cette semaine de formation. Par contre, si vous êtes intéressé par cette technique-là, je vous engage vivement à faire cette semaine-là de formation, évidemment, pour vous former et éviter les déboires sur chantier en ayant connaissance de cause de tous les tenants et les aboutissants de cette technique constructive. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière ensuite après avec les contrôleurs techniques. Il faut choisir les bons contrôleurs techniques. Évidemment, si vous allez voir les bureaux de contrôle qui n'ont pas du tout touché à ce matériau-là, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, pour les citer, l'APAV et Alpes Contrôle connaissent parfaitement les règles professionnelles.
Pour Alpes Control, ils ont une personne qui est à temps complet sur la technique paille. Donc, vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer comment on fait de l'eau chaude lorsque vous avez décidé et conseillé votre maître d'ouvrage de choisir le bon bureau de contrôle pour vous suivre dans votre projet. Alors là, on va rentrer dans quelques projets. Donc, je vous ai choisi 3 projets avec des thématiques différentes pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce matériau. Alors, le premier projet, donc, c'est un mur. Donc, on est sur une typologie, je dirais, classique. Donc, je suis allé du plus doux sur certaines techniques que certains d'entre vous connaissent. Donc, d'avoir une structure donc, en béton armé et de porteuse et de faire juste de la façade rapportée en botte de paille. Donc, ça ne vous jette pas de suite dans un monde totalement inconnu ou d'un point de vue structurel. Eh bien, cette technique en béton armé, eh bien, c'est une technique qu'on maîtrise facilement. Et au lieu d'aller faire des voiles en béton sur les façades, de trouver une technique beaucoup plus vertueuse pour l'environnement et pour notre planète. Donc, sur le système constructif, donc des poteaux en béton et des dalles qui vont permettre d'avoir la qualité structurelle et contreventante du bâtiment. Et ensuite, après, on vient rapporter une façade donc en ossature bois remplie en botte de paille qui va être enduite sur l'intérieur du bâtiment. Et ensuite, sur l'extérieur, on va avoir un pare-pluie perspirant à la vapeur d'eau, un lattage, un contre-lattage, et ensuite, sur ce projet-là, un revêtement en terre cuite. Sur les réticences qu'on peut avoir par rapport au feu, donc les tests, ça y est, ont été validés par le CSTB, où un mur en botte de paille enduit à la terre, au plâtre ou à la chaux a une résistance de 2 heures. Donc, vous êtes REI 120 sur ce type de complexe. Alors, construit très peu de bâtiments avec une résistance aussi élevée. Donc ça y est, les PV sont tombés cette année. Donc, quand je vous disais que la filière est très dynamique, ça évolue de semaine ou de mois en mois sur de nouvelles validations qui sont faites sur ces types de bâtiments. Donc là, on va revoir un petit peu en détail sur le système constructif. Donc, on a l'ossature en béton. Et ensuite, après, on a un voile contreventant qui permet d'accueillir la botte de paille et le bardage à l'extérieur en AG-PAN des WD. Donc là, vous voyez le système de façade rapportée qui est fait avec ce voile contreventant, les ébrasures de fenêtres. Et ensuite, après, on va venir poser la botte de paille dans cette ossature. Donc, vous voyez le résultat sur les bottes qui sont posées. Et là, on est avant dressage des parois, on va venir passer une débroussailleuse pour avoir un support très plan pour pouvoir ensuite, après, accueillir les enduits. Et donc, la dernière phase sur l'intérieur, c'est là sur ce projet-là, donc c'est une projection de 4 à 5 cm d'enduit. Donc, évidemment, on a une protection de tous les ouvrages. Et vous voyez le résultat final, les enduits qui sont faits à la terre. Donc, on sait faire des enduits dressés, parfaitement plans. C'est pas des murs totalement bosselés parce qu'on ne maîtrise pas du tout la technique. Donc,
on sait parfaitement avoir ces murs avec une bonne planéité. Là, si on passe sur la phase extérieure, donc évidemment, pour respecter les règles de C plus D en façade, on a des larmiers en l'acier et recoupement de la lame d'air pour pas avoir de propagation d'une façade à une autre. Donc là, vous revoyez une façade, un mur d'enduit. Et là, sur la façade extérieure, le pare-pluie perspirant à la vapeur d'eau, l'attache contre l'attache, le dispositif pour empêcher les flammes de se propager d'une façade à une autre, et ensuite après sur un bardage ventilé qui est fait en terre cuite. Donc ça, c'était le premier projet pour se rapprocher de choses connues pour certains d'entre vous. Là, je vous présente un projet que j'ai en cours de construction, donc qui est un projet de 14 logements et d'une salle des fêtes qui se trouve à côté de Nîmes et qui est sur une technique de paille porteuse, donc qui ne rentre pas dans le cadre des règles professionnelles. Mais l'AMAF a accepté de m'assurer, donc j'ai une assurance seulement sur ce chantier pour construire en botte de paille porteuse. Donc vous voyez qu'on peut s'affranchir aussi des règles professionnelles, évidemment, quand on a de l'expérience et qu'on maîtrise un petit peu ces techniques-là et qu'on peut rassurer tout le monde, que ce soit le contrôleur technique et notre assureur, par rapport à ce type de construction. Alors, je vous ai choisi ce projet-là, évidemment, pour vous montrer que c'est possible de construire sur cette technique-là, et pour faire un petit peu un focus sur des éléments où je vous ai parlé un petit peu des émissions de gaz à émission de CO2 sur les bâtiments et aussi sur le confort d'été. Donc le projet, là, on est sur un cadre réglementaire RT 2012. Et ce qui est intéressant de voir, si aujourd'hui on avait à mettre ça en place avec la RE 2020, ou sur le BBio, on était à 24 et le BBio Max donc était à 59. Donc on a un gain de 60% par rapport au BBio Max demandé. Aujourd'hui, en RE 2020, on nous demande par rapport à la RT 2012 de faire un gain de 30%. Donc vous voyez, sur cette technique-là, bien, on est à 60%, donc on a vraiment une marge importante sur l'évolution de la RE 2020 dans le temps. On est au double de ce qui est demandé. Et ensuite, après, si on regarde sur le CEP, on est sur un CEP, donc sur les consommations d'énergie primaire, de 48. Le CEP max est de 60. On est sur un gain de 20%, donc par rapport à la législation. Et ce qui nous donne sur les échelles des consommations d'énergie, on est sur toute énergie confondue à 56 kWh par mètre carré, et ensuite après sur la faible émission de gaz à émission de effet de serre, on est à 2 équivalent CO2 par mètre carré par an. Donc on remplit, vous voyez sur ces deux panels, les objectifs qui sont fixés sur la RE 2020, et même on est beaucoup plus performant par rapport à ce que demande la législation aujourd'hui. Et je voulais vous attirer votre attention sur la pertinence d'utiliser les matériaux biosourcés, et notamment la botte de paille, et sur les degrés heures qu'on doit intégrer aujourd'hui sur l'ARE 2020. Et donc là, c'est sur une simulation thermique dynamique du bâtiment en regardant des variantes. Et ce qui a permis, si vous voulez, de rassurer et de pousser un peu plus le bouchon dans cette technique-là constructive avec le bailleur social qui a l'habitude de construire
en parpaing, laine de verre intérieure, et de la mener sur cette technique constructive ou sur la variante 2. Donc, on est sur de la maçonnerie intérieure avec de l'isolation, et on a pris les données météo de 2003, donc où on a eu une grande canicule. Et sur ce type de construction, donc traditionnelle, on est à 308 heures d'inconfort, donc avec un dépassement de 26 degrés à l'intérieur des bâtiments, et sur la proposition qu'on lui a fait en mur, en paille porteuse, donc sur le même scénario 2003, on est à 22 heures d'inconfort sur l'ensemble de l'année. Donc, vous voyez qu'on passe de 308 heures à 22 heures, et ce qui nous permet de nous passer de climatisation artificielle dans les bâtiments, qui a une répercussion évidemment d'un point de vue financier, donc avec 1500 à 2000 euros de frais d'installation, 100 euros de consommation par an donc sur la charge locative. Donc évidemment qu'on est dans du logement social, eh bien arriver à descendre les charges des locataires, c'est intéressant. Et ensuite aujourd'hui, bon là l'année dernière on était à 150 euros, là maintenant on est à 181 euros de contrat d'entretien sur les bâtiments. Donc vous voyez que la botte de paille a encore une pertinence super importante sur le confort d'été dans les bâtiments. Et ensuite, après, le dernier exemple que je vous ai pris, un peu pour sa performance exceptionnelle, là, on est sur un bâtiment, donc il y a 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 7 étages, qui a été construit donc par les Toits des Vosgiens à Saint-Dié-des-Vosges. Et aujourd'hui, les Toits Vosgiens, donc qui est une société d'HLM qui est très impliquée dans les constructions biosourcées, est en train de construire un R+10 en France. Donc je vais vous montrer quelques photos sur ce projet-là. Alors, évidemment, j'ai dû faire un choix, 3 projets pour tenir dans un temps assez court de présentation, en essayant de balayer un peu toutes les questions principales sur cette technique constructive, et pour consacrer plus de temps à vos questions de réponse ensuite. Donc là, on est sur une technique de CLT, donc c'est Cross Laminate Timber, donc c'est des gros panneaux de bois où vous avez des épaisseurs qui peuvent être différentes, que vous pouvez utiliser soit en plancher, soit en mur d'ossature, donc ils sont évidemment contreventants, couplés à une structure plus classique, poteau-poutre. Donc là, ça permet d'être très rapide au niveau de la mise en œuvre de la construction. Et là, sur les systèmes, comment utiliser la botte de paille, eh bien, en fait, c'est une ITE déguisée. On fabrique des caissons en OSB dans lequel on dispose les bottes de paille, et ensuite on vient fermer ce caisson avec un voile contreventant en ingépant des WD, et ensuite après on va rapporter ces caissons sur cette structure en CLT. Donc là, vous voyez une photo avec les murs porteurs en CLT et ces caissons préfabriqués avec la botte de paille qui sont faits en atelier, et ensuite après on vient les poser comme une ITE sur ces voiles. Donc là, une photo sur le chantier avec l'apport des caissons préfabriqués sur les voiles contreventants. Là, à l'intérieur, vous voyez la disposition. Donc on est sur une double flux, et après on est capable de poser sur ces planchers CLT tous les fluides, et soit faire une chape, soit venir en filière sèche avec du Fermacell par exemple,
pour pouvoir avoir nos revêtements intérieurs. Et j'ai fini cette présentation par le système. Donc, vous voyez le grutage de ces panneaux de CLT sur le chantier. Donc, je vais m'arrêter là sur ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Naïk qui va vous présenter un peu le réseau et les formations, si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse. Et ensuite, après, on pourra échanger sur des questions-réponses que vous avez posées tout au long de cette présentation. Voilà, je te donne la parole, Anaïk. Merci Pierre-Henri. Alors, je vais partager mon écran également. Voilà, je vais vous parler de la filière paille et aujourd'hui, parce que Pierre-Henri est venu, nous a parlé de l'historique de la construction paille, mais depuis, ça a bien évolué. Alors, en 2006, on a créé le réseau français de la construction paille. Ce réseau a été créé par les professionnels, des autoconstructeurs, un peu tout le monde, et dans le but de fédérer les acteurs, et un peu d'expérience, quelques constructions par-ci par-là. Alors surtout de l'autoconstruction. Et là, si la construction paille en est là aujourd'hui en 2022, c'est grâce à l'autoconstruction et qui a relancé cette technique. Parce que comme on a vu en 1920, Monsieur Feuillette avait essayé de lancer cette technique et Pierre-Henri n'a parlé que de la maison de Montargis, mais en fait, il y en a deux autres depuis qu'on a référencé. Donc, on sait qu'il y a au moins 3 maisons paille qui ont 100 ans en France. Et ce sont les plus anciennes maisons à ossature bois du monde, en paille, isolées en paille. Donc, le réseau français a été créé en 2006, donc pour fédérer les acteurs et pouvoir structurer cette filière et pouvoir répondre et sécuriser pour répondre à l'offre autre que le logement individuel et pouvoir s'adresser à des maîtrises d'ouvrage publics, pouvoir aussi former, faire reconnaître la paille comme matériau de construction et pouvoir communiquer, bien sûr, sur cette technique. Donc, grâce à son travail, donc c'est le réseau français de la construction paille qui est à la tête de la filière paille. Et grâce à son travail, donc il y a eu la rédaction des règles professionnelles, CP 2012, on en a déjà parlé, une structuration de la filière pour les approvisionnements, parce que c'est bien de savoir poser une botte de paille, mais il faut savoir aussi trouver la paille et la paille qui correspond à son projet. Quand c'est pour une maison individuelle qu'il faut entre 3 et 600 bottes, ça se trouve facilement chez l'agriculteur. Quand c'est un ERP et qu'il en faut des milliers, c'est autre chose. Donc là, il y a besoin d'une sécurisation de l'approvisionnement. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que toi, Pierre-Henri. Moi, je suis à 9000 constructions estimées. Donc en ERP, donc groupe scolaire, immeuble, gymnase, bureau. Il y a un référencement qui est en cours, mais pour vous donner l'exemple de mon département, les Hautes-Pyrénées, il y a 2 maisons référencées, dont la mienne, et alors que je sais très bien qu'on a dépassé les 30 constructions. Donc après, voilà, c'est une question de communication. Donc on peut imaginer que ce chiffre, même s'il a été un peu surestimé, si on arrivait à tout référencer, on serait beaucoup plus, il y en aurait bien plus. Alors la formation ProPaille, je vais en parler après, donc découle de la rédaction des règles professionnelles. On en est à plus de 3000 professionnels formés depuis 2011. Pierre-Henri l'a signalé, c'est une filière qui est très dynamique et la plus dynamique en France. Et aussi, on peut aussi ajouter que les règles pro ont été traduites en anglais et aussi diffusées en Belgique, avec des adaptations par rapport au marché belge. Et donc, les experts paille, donc ça, c'est une
il y a 8 experts paille en France, donc Pierre-Henri fait partie et moi-même, donc pour sécuriser le marché, alors pas que pour du sinistre, hein, c'est aussi en amont, pour pouvoir accompagner les entreprises dans leurs projets et former les entreprises, et donc dans le but d'une sécurisation du marché. Alors, en parallèle du réseau français de la construction paille, il y a l'Assemblée des régions pour structurer les filières régionales. Et donc, je vous en parlais, fin 2018, il y a une campagne de recensement, et donc, faut pas hésiter à aller recenser, même si c'est très, très bref, si vous connaissez des bâtiments, que vous avez participé à la construction d'un bâtiment, d'aller les recenser sur notre site pour aider la filière. Alors, le RFCP, je continue avec le RFCP. Donc, il y a un site, rfcp.fr. Donc, dessus, vous trouverez des informations sur la filière, bien évidemment, sur les actualités de la filière, et aussi, là, on voit que c'est la RE 2020. Et il y a surtout un annuaire professionnel des adhérents, avec un système de filtre pour sélectionner la catégorie professionnelle que l'on cherche, la région. Et là, vous avez des professionnels référencés, que ce soit en conception, en réalisation, des organismes de formation, des producteurs de paille. Et voilà, c'est une cartographie qui est assez bien faite. Donc, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une professionnelle, vous pouvez vous appuyer sur cette cartographie. Les permanents du RFCP, maintenant nous sommes 5. Voilà, alors qu'il y a 15 ans, tout le monde était bénévole. Donc, c'est déjà une belle réussite. Et je vais juste dire un petit mot sur Coralie Garcia, qui travaille tout particulièrement sur l'ITE, puisqu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et donc, les règles pro ITE sont en cours des rédactions. Et aussi, essayer d'inciter les fournisseurs de paille pour qu'on ait une botte de paille, créer une presse qui fasse une botte de paille un peu moins épaisse, comme l'a dit Pierre-Henri, c'est énorme. Donc, c'est actuellement avec un complexe, c'est à peu près 40 cm qu'on ajoute à un mur. Et là, on travaille sur des bottes de paille de 22 cm de large. Ensuite, en région, il y a aussi une structuration. Donc, il y a des régions qui sont très dynamiques, comme la Nouvelle-Aquitaine. Les régions, alors que dans le collectif paille armoricain, c'est la région Bretagne et Pays de la Loire. Et d'autres, la région Aura aussi, Auvergne-Rhône-Alpes. Après, des régions qui sont plus en cours de structuration, comme les Hauts-de-France. Et après, en Île-de-France, il y a quelque chose d'assez dynamique. Et vous voyez qu'en Occitanie, alors peut-être tout le monde n'est pas d'Occitanie, mais il n'y a pas de structuration et ça se ressent beaucoup, parce qu'il y a très peu de RP de construits, peu de formation. Et voilà, donc c'est vraiment très important d'avoir une structuration régionale pareil, qui va sécuriser l'approvisionnement, qui va référencer les professionnels et qui va pouvoir apporter aux maîtrises d'ouvrage tous ces renseignements. Et voilà, mais c'est beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, cette structuration de la région Occitanie est en cours, est en balbutiement, je dirais. Alors ensuite, voilà, pareil, pour les filières régionales, vous avez également un site qui s'appelle constructionpaille.fr. Voilà, vous pouvez aller dans les différentes régions. Il y a le recensement des constructions paille avec des exemples de construction et qui sont plus ou moins détaillés selon le temps qui est passé par les maîtres d'ouvrage pour les expliquer. Il y a aussi un réseau européen qui s'appelle donc l'ESBA et qui fait des rencontres à peu près tous les 2 ans. Alors, il y en a eu en France et puis voilà, ça se répartit, ça tourne. Donc, il y avait aussi des rencontres internationales, mais j'avoue que ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas toi, Pierre-Henri, mais
Je n'entends plus parler de rencontres internationales. Alors, la formation. Donc, notre formation de référence et notre formation phare, c'est la formation ProPaille, donc qui découle des règles professionnelles. Donc, c'est une formation qui dure 5 jours sur 35 heures, qui forme sur le contexte normatif, donc les règles professionnelles de la construction paille, et avec sur les 5 jours, 3 jours et demi de théorie, 1 jour et demi de pratique. Donc, il y a aussi une mallette à échelle 1-1 et donc où on voit différentes ossatures, comment on pose une botte de paille, les rudiments et un peu d'enduit. Donc, nous sommes 50 formateurs et formatrices agréés par le réseau français de la construction paille. Et on a dépassé les 300 formations depuis 2011 et on est là à aujourd'hui 3500 stagiaires formés depuis 2011. Et avec une vente des règles pro qui va dépasser les 10 000 exemplaires, je pense, le mois prochain. Donc, c'est vraiment une belle réussite au niveau de cette formation et de la diffusion des règles professionnelles. On a d'autres formations. Alors, le RFCP se concentre sur tout ce qui est réglementaire pour les formations. Nous ne sommes pas au centre de formation, nous sommes juste propriétaires des référentiels. Donc, nous avons aussi créé les modules par métier qui sont complémentaires à la ProPaille. Il y en a 6. Donc, un à destination des architectes et des maîtres d'œuvre, dont le prérequis est d'avoir déjà passé la ProPaille. Donc, c'est une formation qui va plus loin que la ProPaille dans la rédaction des pièces de marché, dans l'analyse des offres et des entreprises et du contrôle et d'assurer le suivi des travaux qui sont spécifiques à la construction paille. Ensuite, on a un module aussi pour les maîtres d'ouvrage, les bailleurs sociaux, un autre pour les assureurs et contrôleurs techniques. Ça, il n'y a pas de prérequis, donc c'est vraiment pour des maîtrises d'ouvrage, des assureurs qui veulent se diriger vers la paille. On a aussi, et on a 3 modules plus pratiques qui sont pour les charpentiers, à destination des charpentiers, des enduiseurs et de tout ce qui est réseau, fluide, CVC. Ensuite, il y a la formation expert paille qui a eu donc qu'une seule promotion pour l'instant. Donc, on est 8 experts actuellement à travers la France. Donc, tout ça pour sécuriser, comme je l'ai dit, la filière. Il y a bâtisseurs biosourcés. Donc, alors là, on n'est pas propriétaire de ce référentiel, c'est la Fédération Éco-Construire, mais donc qui forme sur les filières biosourcées, que ce soit en filière humide, filière sèche. Et le parcours ProPaille est reconnu. Et au lieu de faire la ProPaille en 5 jours, on le fait en 10. Donc, c'est beaucoup plus pratique, mais c'est aussi, pourquoi pas, à destination des architectes qui veulent mettre la main à la pâte. Et ensuite, il y a la formation agri-qualité qui n'est pas terminée et donc qui est à destination des agriculteurs et fournisseurs de paille et toujours pour comment sécuriser notre filière, parce que c'est très important de pouvoir répondre, surtout quand on est sur des gros bâtiments. Là, je vous ai mis une capture d'écran de notre site, du site du RFCP, donc qui est l'agenda. Donc dans l'agenda, vous allez surtout retrouver les formations, mais également des événements comme le Carrefour international du bois à Nantes qui a lieu le 3 juin ou des rencontres professionnelles. Et si vous cherchez une formation en lien avec la paille, vous aurez tout ça dans notre site. C'est mis à jour quasiment en temps réel et comme c'est moi qui m'en occupe, je peux le certifier. Et je vous remercie pour votre attention. Et on va laisser la place aux questions. Merci Pierre-Henri Gomez et Anadik Badeg, c'est très très clair. Alors on a effectivement 4 questions, mais sur lesquelles les uns et les autres peuvent bien évidemment rebondir. Donc si vous ouvrez l'onglet questions-réponses, vous pouvez lire les questions. Je vais me faire un plaisir évidemment de les énoncer à haute voix.
Quel coût pour la construction paille? Donc ça, c'est une question, Pierre-Henri, qui est arrivée au moment de ton intervention, Ouais. mais Anaïg, certainement avez-vous aussi des réponses. Je vais Tout à peut-être fait. démarrer. Donc, on a esquissé quand même une amorce de réponse par rapport au coût de la construction. Alors, il est clair que sur le graphique où on était sur des murs à 185 €, on passait à 235. Ensuite, après, il faut remettre ça en perspective en fonction de la qualité d'enveloppe du bâtiment. Si on est capable de faire des bâtiments aujourd'hui passifs avec des bottes de paille, vous allez mettre plus d'argent dans votre enveloppe, mais vous n'aurez pas besoin d'avoir de système de chauffage ou de refroidissement spécifique à l'intérieur de vos bâtiments. Donc, je pense que ça, après, c'est des choix. On peut détailler et faire varier ces prix-là en fonction, évidemment, de cette qualité d'enveloppe. Et moi, je te rejoins pas tout à fait, Anaïg, dans le sens où, oui, si on pose sur l'épaisseur des parois, on a des parois qui vont aller de 40 à 50 cm d'épaisseur, mais Oui. avec des R de 7 ou des R de 10. Et donc, si on regarde par rapport à des matériaux traditionnels, ou si vous avez des voiles en béton ou d'agglos qui vont varier entre 17 et 20 cm, et que vous rajoutez 25 cm plus vos enduits, en fait, on est aux mêmes épaisseurs qu'une construction qui est en botte de paille. Donc, ça ne pose pas nécessairement un problème niveau de l'épaisseur. Non, c'était juste, ça peut être un frein à l'ITE, la botte de paille telle qu'elle c'est la section. C'est pas forcément toujours. Oui. Mais si, comme tu disais, un mur déjà traditionnel qui fait déjà 60 cm d'épaisseur, s'il faut encore ajouter 40, c'est pour ça que je disais, hein, c'était juste D'accord. une précision. Maintenant, ça se fait très bien avec une botte de paille telle qu'on la connaît actuellement. D'accord. Après, pour en rester sur la notion… pardon, tu n'avais peut-être pas fini, Non, vas-y, vas-y. Pierre-Henri. Sur les notions de prix, donc c'est sûr que les matériaux ont augmenté beaucoup ces derniers temps. Donc là, avant l'augmentation sur matériaux, j'ai des tarifs. Alors je sais que pour les enduits, ça n'a pas beaucoup changé quand on est sur site et qu'on enduit donc en 3 passes, Gopti, corde enduit, finition. On est aux alentours, si on additionne les 3 passes, aux alentours de 100 € par mètre carré. Que ce soit à la chaux, que ce soit en Duterre, on est proche à quelques euros près. Si on est sur un mur paille, bardage, enduit, ossature, on avait fait une évaluation lors du groupe de travail Expert Paille, on était à 320 € du mètre carré, mais c'est sûr qu'avec l'augmentation de tout ce qui est les produits à base de bois, c'est un tarif qu'il faut majorer maintenant. Donc, voilà, ça c'est des enduits, ça c'est des mises en œuvre sur site. Après, en préfabrication, le coût diminue, mais sur une préfabrication je ne suis pas sur mon bon… Une préfabrication sur site, un coût global préfa, maison, charpente, solivage, couverture, c'est 1 000 € hors taxe le mètre carré, à plus ou moins 20%. Mais, comme je l'ai dit, là, il y a avec l'augmentation des matériaux, ce sont des prix à prendre des tarifs à prendre avec précaution. Merci Anaïg et Pierre-Henri. Corinne Piasco, si jamais Pierre-Henri et Anaïg n'ont pas répondu précisément à votre question et ou que vous en avez une autre qui peut vous venir, n'hésitez pas à la poser, bien sûr. Il y avait une deuxième question de la part de Lucie Bouruste, pareil, question qui a été formalisée à 18h21. Quelle durabilité, dégradation de la paille dans le temps? Pierre et Anaïg, à vous la réponse.
Ben, on l'a vu, la maison feuillette a 100 ans, il y a des maisons aux États-Unis qui en ont plus. Le danger de la paille, c'est l'humidité, c'est l'eau, quelle que soit la provenance, que ce soit par la vapeur d'eau, que ce soit par des intempéries, des remontées capillaires. Donc, tout la construction paille et la préparation, la conception pour la construction paille est en grande partie portée là-dessus, ne pas qu'il n'y ait à aucun moment de l'eau liquide. Et Pierre-Henri, tu veux… Alors, juste pour être complémentaire, Oui. je dirais une maison ossature-bois, remplissage bottes de paille, si elle a des bonnes bottes et un bon chapeau, je dirais que c'est inusable. Et évidemment qu'on a pris les précautions nécessaires pour pas créer de la condensation dans la botte. Juste pour mémoire, on a retrouvé dans les pyramides d'Égypte de la paille de blé. Donc après, du moment que il n'y a pas d'infiltration par les façades, par la toiture, pas de remontée capillaire et pas une augmentation parce que les parois sont complémentaires. Il n'y a pas de point de rosée dans le mur. Je dirais, c'est éternel. Ok, Voilà. merci Lucie. Si d'autres questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser. La troisième question de Jean-Luc Caillot. Quelle finition complémentaire à faire sur le mur paille à l'intérieur et à l'extérieur? Alors, je vais peut-être prendre la parole sur ça. Ce qui est fondamental, je pense que le point crucial à gérer, c'est sur la complémentarité des parois intérieures et extérieures. Alors ça, dans le bâtiment traditionnel, vous connaissez tous la règle qui dérive, en fait, cette règle empirique de construction qui dérive du diagramme de Glaser, où la paroi extérieure doit être 5 fois plus perspirante que la paroi intérieure. Donc là, on est sur cette règle empirique où on est sûr de jamais avoir de dommages sur de la condensation. Donc, pour arriver à déterminer cette perspirance et cette complémentarité, eh bien, on fait des calculs de SD, donc d'équivalent lame d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans les règles professionnelles, vous avez tous les cas de figure possibles et imaginables de j'ai telle configuration à l'intérieur, quelle configuration à l'extérieur, et vous avez des ratios à respecter, évidemment, en faisant ces calculs-là. Donc ça, une fois que c'est codifié, je dirais que les coefficients de sécurité sont encore plus importants que ce que peut absorber en fait le matériau dans la réalité, car la grande différence entre une laine minérale, ou dans mes mots, laine minérale, donc c'est un minéral peut pas absorber d'eau, donc dès que vous avez un surplus d'humidité dans votre mur, où vous avez ce type d'isolant, eh bien, vous avez un point de rosée et ça condense de suite. Alors que le grand avantage, et c'est ce qui fait peur aux gens, mais qui est en fait un grand avantage, c'est que les matériaux végétaux vont stocker l'humidité dans la constitution et dans leur membrane. Et ça vous fait pas peur de laver votre pull dans une machine à laver, parce qu'après il va sécher. Eh bien, il faut comprendre que les murs vont fonctionner exactement pareil, même si à certains moments vous allez avoir des taux d'humidité qui vont être plus importants. Mais du moment que vous leur permettez de pouvoir évacuer cette eau, eh bien, il y aura pas de problème. Anaïg, une précision par rapport à… Non, je crois que Pierre-Henri a bien expliqué, a bien fait le tour de cette question. Parfait, merci. Jean-Luc Cailleux, si notre question devait à nouveau vous venir à l'esprit, vous n'hésitez pas, bien évidemment, à la formaliser. Corinne Piasco, une odeur pour l'enduit en terre? Je vais répondre là. Alors,
Alors, ça dépend quand. Un enduit a une odeur quand il y a des végétaux en décomposition. Donc, l'enduit terre, donc c'est l'argile hein, qui est le liant. L'argile, c'est la dernière. C'est le résultat de la décomposition de la roche et c'est le dernier stade. Donc, l'argile est stable. Donc, on n'utilise jamais de terre végétale, même s'il y a de l'argile dedans. Il peut y avoir de l'argile dans la terre végétale. Donc, on utilise une terre non végétale et sans racines. Voilà. Mais si on prélève de la terre dans la nature pour faire ces enduits, c'est tout à fait possible. Cela peut arriver néanmoins, ou alors on a préparé depuis un bon moment son corps d'enduit, on y a rajouté de la paille pour l'armer, et effectivement, il y a une certaine odeur. Mais cette odeur va persister que tant que l'enduit n'est pas sec, en fait. Mais après séchage, il n'y a plus d'odeur. Même si vous voyez apparaître, on peut même voir apparaître des moisissures en surface d'enduit, parce qu'il y a ces petites moisissures sur les végétaux, ça disparaît au séchage. Donc, pas d'odeur une fois que c'est complètement sec. Et Henri, quelque chose à rajouter ou... Non, non, non. Du tout. Corinne, à nouveau, vous n'hésitez pas à prolonger votre questionnement, bien sûr. Marion Desplats qui pose une autre question. Ok, c'est durable, mais quand l'eau entame la construction, quelles sont les solutions? Alors, je veux bien répondre. Alors, est-ce que cette question-là, on la pose dans le bâtiment traditionnel où j'arrête pas de voir des hangars où on met de la laine minérale à l'extérieur et ça prend la pluie et on se pose pas vraiment ce souci-là. Quand bien même, les précautions, je dirais, peuvent être très importantes. Si on parle de façade, que vous avez un bardage ventilé et que derrière, vous avez un pare-pluie, vous avez deux protections à l'eau. Donc évidemment, un bâtiment, c'est comme une voiture, hein, ça s'entretient. Si il manque le bardage et que le pare-pluie est percé, ça posera des soucis, mais ou sinon, vous avez quand même deux protections par rapport à l'eau. Évidemment que sur l'histoire de remontée capillaire, si vous disposez d'une barrière anticapillaire qui empêche l'eau de remonter du sol, eh bien vous n'aurez pas de problème dans ce sens-là. Une fuite en toiture, vous avez les tuiles et dessous, vous avez encore un pare-pluie, donc vous avez deux protections, là encore, pour la pluie, donc sur votre toiture. Et ensuite, à l'intérieur, si vous avez bien réglé vos problèmes de perspirance, vous n'avez pas ce souci-là. Alors, si ça arrive malgré tout, eh bien, faut voir l'étendue des dégâts. En tant qu'expert sur des sinistres, bien souvent, c'est sur des complexes de toiture, de membranes d'étanchéité, EPDM, Soprema, Sarnafil, pour citer des noms, qui, soit en cours de chantier, les travaux de zinguerie n'étaient pas finis ou une mauvaise coordination sur le chantier. Et là, on se retrouve avec des problèmes. Eh bien, on évalue, donc on a des testeurs d'humidité, on va venir percer les complexes, mesurer les taux d'humidité, regarder si il peut y avoir un séchage possible ou pas. Et ça, il n'y a qu'un sachant qui peut arriver à mesurer ça. Et ensuite, après, on fait des tests aussi avec des caméras thermiques. On va déjà, ce qui va nous permettre de repérer s'il y a eu des infiltrations à certains endroits et de voir à ce moment-là si ça peut sécher et si les dégâts sont trop importants, on est obligé de déposer le matériau et le substituer avec soit de la paille, soit avec un autre matériau. Anaïg, une information à rajouter? Non, très bien.
Alors, je vais en fait choisir la question de Didier Sorel, que j'avais malencontreusement effacée, qui, à mon avis, suit le déroulement de votre présentation. Y a-t-il des problèmes d'hygrométrie entre vieux murs et bottes de paille, point de rosée, pourrissement du matériau, etc., etc. Alors, peut-être que Didier peut préciser un petit peu sa question. Et juste un petit élément par rapport à ça, donc est-ce qu'il pense à une ITE sur un vieux mur? Si ce vieux mur a des remontées capillaires, ben là ça peut devenir problématique. Et ensuite après, le vieux mur, s'il n'a pas ce problème de remontée capillaire, va agir comme un frein de vapeur pour la botte de paille. Donc il va, je dirais, aller plutôt dans le bon sens, si on est sur une ITE, plutôt dans le bon sens pour freiner la pénétration de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment. Et là, je vois aucun problème. Mais si Didier veut bien préciser sa question, alors je vois qu'il a... Oui, Didier avait. Quelles sont les précautions à prendre sur ce type de vieux mur? Mais je pense que Didier n'avait pas encore précisé, bien sûr, sa Donc là, question. pour en revenir à ça, c'est de voir si ce vieux mur n'a pas de remontée capillaire. Déjà, c'est la première chose à regarder. Évidemment, il n'y a pas de fuite en toiture, hein, mais c'est la première chose à regarder. Et s'il n'y a pas de problème de remontée capillaire, ce qui est important à prendre, c'est de regarder l'appareillage de son mur. Si le mur a de fortes disparités, il faut pouvoir maintenir l'isolant sur l'ensemble de la façade et qu'il n'y ait pas de vide entre l'isolant et la façade, parce que là, vous allez avoir de la convection et c'est là où vous pouvez avoir des risques. Donc, c'est de voir cet appareillage, s'il est assez régulier ou pas, si on arrive à bien plaquer l'isolant partout pour ne pas ménager de vide entre la façade et l'isolant, que ça soit de la paille ou un autre isolant, j'aurai le même discours par rapport à ça sur l'humidité. Didier, si jamais Pierre-Henri n'avait pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la préciser, bien évidemment. Alors, je vais remonter les questions. On remonte un peu. Marion Desplat, ok, c'est durable, mais quand l'eau entame la construction, quelles sont les solutions? Ok, c'est durable, mais quand l'eau entame la construction, quelles sont les solutions? Mais ça, je pense qu'on a déjà répondu vu cette question. Oui. Ah oui, pardon. Pardon, excuse-moi. Je me suis trompée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pas grave. Jean-Luc Cailleux, compte tenu des performances thermiques, pourquoi ne pas limiter l'épaisseur à 20 ou 25 cm pour limiter la perte de place ou emprise au sol? Anaïg? Vas-y, Anaïg. Spontanément, je réponds, la presse qui fait des bottes de 20-25 n'existe pas. Il faut les couper en atelier avec une scie à ruban, et voilà, c'est une autre technique peut-être pour de la préfabriquée. Après, on va redescendre à une performance thermique qui va être aux alentours de 3,5 en résistance thermique. Donc, c'est vrai, il y a moins d'emprise au sol, mais on va retomber sur un truc assez moyen. Et vas-y, on peut continuer, Pierre-Henri. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise des murs avec une résistance de 10. Oui. Faut pas viser en dessous, et que la réglementation, si on veut à chaque fois être ras, arriver à passer la RT 2012 ras, la RE 2020, etc. Alors ce n'est qu'un avis personnel, hein, mais je pense que vu les dépenses et le prix de l'énergie, et on n'est qu'au début de cette hausse du prix de l'énergie, et que construire des bâtiments, même s'il y a une épaisseur de mur qui est plus importante, ça va dans le droit chemin, dans le challenge qu'on a
d'arriver à construire sans polluer, et de construire des bâtiments performants, autant pour le froid que pour le chaud. Donc, je pense que même quand on est en rénovation, il faut viser une résistance de 10 et pas rester dans un entre-deux d'un point de vue de l'isolation. Et même, je pense que dans une prospective à venir, vous construisez une maison qui est moyenne. Alors, vous allez gagner sur le prix de construction. Et vous construisez une maison qui est passive. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans quand vous allez vouloir revendre cette maison-là? La maison que vous aurez construite, qui répond tout juste à la réglementation, eh ben, les gens vont vous dire, mais attendez, là, aujourd'hui, les textes de loi, votre maison, c'est une poubelle énergétique où elle a vraiment un rendement qui est minable, alors que si vous avez construit en passif, ben, vous serez dans les normes. Et là, ben, l'argent que vous aurez mis peut-être un peu plus tôt dans le temps, eh bien, vous permettra soit de maintenir le taux, soit de faire une plus-value. Et je pense que c'est pas un mauvais calcul et qu'il faut plutôt travailler dans ce sens-là. Ok. Merci Pierre-Henri et Anaïg. Didier Sorel vous remercie. Apparemment, vous avez répondu à sa question. Je continue. Lucie Bouruste, donc vous voyez le message. Comment certifier le taux d'humidité lors de la pose par temps humide ou lors du stockage sur site qui peut engendrer de l'humidité, car un chantier hors préfa reste long avant pose des protections finales. C'est l'un des enjeux de la construction paille et qui est très bien décrit dans les règles professionnelles. Comment protéger, comment stocker, comment protéger ces bottes de paille, les taux d'humidité. Alors, la pose par temps humide, alors la botte de paille ne va pas pomper l'humidité parce qu'il pleut, enfin si elle n'est pas sous la pluie, c'est pas du tout une éponge, la botte de paille. C'est sûr qu'on travaille avec un toit au-dessus de la tête, c'est-à-dire au minimum le pare-pluie. Ce n'est pas, sauf évidemment, moi je ne suis pas spécialiste de la botte porteuse, donc ça c'est autre chose, parce que par définition, il n'y a pas de mur au départ, donc il n'y a pas de toit non plus. Mais quand on est sur une ossature bois, le minimum, c'est d'avoir le pare-pluie au-dessus de sa tête. Les bottes de paille, elles sont stockées à l'intérieur ou un hangar à côté, qu'importe, et sur palette, et on fait attention aux intempéries. S'il le faut, on bâche les murs. Il existe aussi des filets pour détourner les gouttes de pluie, et on la met hors d'eau, hors d'air au plus tôt. Voilà, mais oui, c'est une bonne question et comme je disais, le danger de la paille, c'est la pluie et c'est vraiment c'est un vrai métier. Merci Anaïg. Alors je t'ai passé à côté d'une question, celle de Marion Desplat. Au cours du projet, quelle est la part de participation des BET? L'architecte doit-il savoir faire le dimensionnement, calcul, test des bottes de paille? Alors, l'architecte doit avoir quand même le minimum de connaissances, donc connaître les règles professionnelles de la construction paille en ce qui concerne le dimensionnement, les taux d'humidité et la compression des bottes de paille. Ça ne demande pas un master en ingénierie. Donc ça, je pense après, là où le BET est fondamental, c'est dans le dimensionnement de l'ossature et le système constructif que vous allez choisir. Donc vous, suivant les revêtements qui vont être demandés par le maître d'ouvrage, vous allez plutôt partir vers un système constructif ou un autre. Et ensuite, après, si on regarde une logique financière, sur tous les chantiers, c'est le matériau qui coûte le plus cher qui guide l'ensemble de la mise en œuvre. Et là, on est avec le matériau le moins cher, on est exactement dans le système inverse, où c'est le matériau le moins cher qui va guider l'ensemble de la mise en œuvre. Et on a un matériau qui, par rapport aux panneaux préfabriqués, sur une MOB, donc
une ossature bois classique, on mettait un 45, 145 tous les 60, l'isolant il fait 60, les plaques de placo d'OSB elles font 120, etc. Et là, vous vous retrouvez avec un matériau qui n'est pas du tout la même taille par rapport au matériau manufacturé. Et c'est là où l'architecte ou le bureau d'études bois peut apporter des réponses pertinentes qui vont permettre de faire chuter considérablement en prenant en considération les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air du bâtiment, la taille de la botte, la place des menuiseries. Et donc là, je pense qu'il y a un réel savoir-faire qui peut être, je dirais, partagé entre l'architecte et le bureau d'études structure bois. Et merci Pierre-Henri. Toujours Marion Desplat, mais je pense que, alors tu as répondu, mais pas complètement, mais qui a écrit quatre questions autour de la même thématique. Faut-il former les artisans autres que concepteurs et concepteurs paille pour réaliser un chantier, électricien, plombier? Oui. Ça, oui. Enfin, tu peux finir peut-être ton explication, Pierre-Henri. Peut-être ça dépend évidemment dans le le programme du projet et le système constructif. Ce qui rassure un maître d'ouvrage, si vous faites 3000 mètres carrés en botte de paille, c'est de tout préfabriquer en atelier. Et quand ça arrive sur chantier, l'électricien qui est de la botte de paille, de la brique, ou il a un vide technique, il touche jamais la paille. Là, il n'y a pas de paille en vrac sur le chantier. Donc, il faut juste, après, comme sur tous les bâtiments, expliquer que il y a une étanchéité à l'air à respecter et que telle membrane ou tel revêtement, faut jamais le percer. Là, ça ne demande pas, je dirais, de spécificité niveau de l'électricien ou du plombier parce que il y a une autoroute pour passer ces réseaux si le périmètre est défini. Ensuite, ça serait différent si on commence à avoir des enduits que là, on commence à mélanger les torchons et les serviettes. Il y a de la paille, il faut passer de l'électricité dedans, il y a des enduits. Et là, si l'artisan n'a pas de compétences, ça devient plus compliqué, quoi. Peut-être celle de Lucie Bouruste. Quid des ponts thermiques à chaque ossature bois sont-ils ressentis sur retour d'expérience? Alors, par rapport à ça, je pense que quand on est en train de parler de thermique, il faut toujours fixer le référentiel dans lequel on se trouve. Si tu es dans un référentiel RE 2020, tu as 14 cm de bois et ensuite après, tu vas avoir 25 cm de botte de paille sur ce point singulier. Ça s'appelle pas un pont thermique. Par contre, si tu es en passif, là, peut se poser la question de est-ce que mon ossature bois devient un pont thermique ou pas. Donc là, après, tu adapteras ton système constructif et il est possible d'adapter son système constructif pour avoir 47 cm ou 37 de paille sans avoir d'ossature qui pénètre dans l'ossature. Et là, eh bien, de n'avoir aucun pont thermique sur ton projet. Anaïg, une information supplémentaire? Non. Non. OK. Parfait. Et puis, je pense qu'on va conclure au regard de l'heure par la question de Marion Desplat. Oui, il y a une autre question technique quand même dans l'autre. C'est peut-on intégrer des gaines dans les murs en paille? Faut-il un pare-vapeur intérieur? Ah, je ne l'ai pas, celle-ci. Ouais, c'est dans la discussion. Ah, Et pardon. oui, on peut intégrer des gaines. Alors moi, je vais répondre, parce que moi, je suis en filière humide, donc en enduit. Oui, tout à fait. On peut mettre les gaines dans les murs en paille. Alors après, il y a des normes pour le scellement des boîtiers électriques pour éviter la diffusion éventuellement du feu. Et un pare-vapeur, ça va dépendre du parement. C'est toujours ce qu'expliquait Pierre-Henri tout à l'heure par rapport à la diffusion de la vapeur d'eau. Alors, l'enduit fait pare-vapeur s'il n'a pas de fissure, s'il n'y a pas de retrait aux interfaces bois-enduit, par exemple.
Et après, un pare-vapeur, si selon le panneau qui est utilisé en intérieur, oui, il faudra un pare-vapeur. Alors moi, à la fin, je tiens à faire une précision. Oui, Si on fait une construction en paille, on n'utilise plus de pare-vapeur, mais on utilise des freins de vapeur. oui. Donc, on ne va pas s'opposer à la résistance de l'humidité dans la paroi, mais on va plutôt la réguler. Et ensuite, évidemment, pour faire des économies sur un chantier, le frein de vapeur sert souvent de membrane d'étanchéité à l'air sur votre construction, ce qui fait que tout votre système électrique passera devant votre frein de vapeur et pas derrière, donc pas dans la paille. Je pense que la personne qui a posé la question a compris. Et peut-être la dernière question de Marion Desplats. Anaïg. Ouais, avant d'effectuer une formation ProPaille, peut-on prendre des rendez-vous avec un conseiller de la filière? Alors pour s'inscrire à une formation ProPaille, il suffit d'aller sur l'agenda du site du RFCP. Vous avez toutes les formations ProPaille qui sont recensées, avec dans l'annonce la personne à contacter ou le lien à suivre, puisque ce n'est pas le RFCP qui organise, ce sont des organismes de formation indépendants. Après, pourquoi prendre un rendez-vous? Peut-être pour savoir si ça… les formations ProPaille ont toutes le même programme. Il y a toujours 2 formateurs agréés, complémentaires, un concepteur, un réalisateur. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez avoir des renseignements, je vous invite à me contacter, soit par mail je ne sais pas si tu peux mettre les adresses. Mon adresse, c'est bureau.formation@rfcp.fr. Non, je disais, on envoie de toute façon un mail avec les supports, la visio aussi, et je peux rajouter les adresses mail, bien sûr. Voilà. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon chat qui ne veut pas me lâcher. Et il n'aime pas les visios. Et donc voilà, donc il n'y a pas de… vous pouvez m'écrire et je vous répondrai en fonction de vos attentes et sur des renseignements que vous avez besoin sur la formation ProPaille. Oui. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Déjà, je voulais, Pierre-Henri Gomez et Anaïg Madec, vous remercier largement. C'était vraiment une présentation claire, très fluide et par ailleurs très agréable avec effectivement énormément d'informations. J'indique en parallèle que Pierre-Henri Gomez anime 2 formations qui sont le confort d'été et construire en paille, et qu'avec Anaïg Madec et donc le réseau français de la construction paille, notamment au regard de ce qu'indiquait Anaïg concernant le vide en région Occitanie, nous échangeons depuis 1 mois et demi justement pour mettre en place des partenariats, et on vous en fera part évidemment très rapidement. Enfin, dès demain, alors demain ou non, dans 3-4 jours, vous recevrez évidemment la rediffusion de l'intervention, et puis je vous enverrai le PowerPoint ainsi que les adresses d'Anaïg Madec et de Pierre-Henri Gomez. Pierre-Henri et Anaïg, vous voyez, vous avez des remerciements dans l'onglet chat. Voilà. Merci aussi de nous avoir écoutés, de nous avoir accueillis. Voilà, c'est tout à fait la clarté effectivement de la présentation, les réponses, la pertinence de la présentation. Voilà. Bon, eh bien écoutez, excellente soirée à toutes et à tous, et encore une fois, Anaïg Madec et Pierre-Henri Gomez, mille merci pour votre intervention. Et à très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt.